Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Après les batteries qui stockent l'énergie dans le précédent épisode, voyons comment utiliser au mieux cette capacité et pourquoi Tesla a une réelle longueur d'avance sur tous ses concurrents à ce niveau. Nous allons entrer dans la technique de ces moteurs, de leur pilotage et des transmissions avec simplicité pour comprendre leurs différences au niveau technique, mais aussi pour les implications de tels choix sur la longévité et la fabrication des voitures. La vidéo sera découpée en plusieurs parties que vous trouverez dans le chapitrage, afin de vous permettre de revenir sur chacun des aspects à volonté. Allez, c'est parti, on y va générique. Comme toujours, je vais remonter rapidement dans le temps pour faire un historique du moteur électrique. Je vais toutefois être assez succinct car le reste de la vidéo risque d'être long. C'est en 1820 que le lien entre électricité et magnétisme fut établi par Franz Christian Ørsted et ouvrit la voie donc à l'électromagnétisme. Ces travaux furent très vite mis en application et la fin de cette même décennie voyait apparaître des premiers prototypes de moteurs à courant continu développés par les physiciens Gedlik et von Jacobi. Petite parenthèse, c'est en l'honneur de Gedlik que l'application Gedlix, bien connue de certains électromobilistes, a reçu cette appellation. Fin de parenthèse. Pourtant, le premier moteur destiné à être commercialisé est dû à Thomas Davenport, inventeur d'une chose qui nous occupe ici, l'automobile. Les développements de la technologie de Davenport vont mener à des moteurs plus performants et surtout réversibles. Ils pouvaient ainsi produire du courant en les faisant tourner mécaniquement. Avec l'invention de la batterie rechargeable, c'est tout un écosystème qui se mettait en place dans les années 1870-1880. À cette époque, le moteur électrique n'est pas très efficace même s'il est simple à mettre en œuvre. Plusieurs scientifiques ont cherché à le rendre plus performant, mais c'est Nikola Tesla qui trouvera le moyen de le rendre nettement plus efficace avec l'invention du moteur asynchrone à courant alternatif en 1887, devançant ainsi les travaux de Mikhail Osipovitch Dolivo-Dobrovolsky. Celui-ci produira la première machine asynchrone de série tandis que les travaux de Tesla finiront par donner le système de distribution électrique par courant alternatif que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pour l'histoire, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler technique, il est nécessaire de préciser un point sémantique. Lorsque je parle de moteur électrique, je fais une approximation. Si je devais utiliser le terme consacré dans le jargon des professionnels, je devrais utiliser le terme de machine et non de moteur. En effet, un moteur va mouvoir quelque chose, tandis qu'une machine électrique peut entraîner une autre machine, freiner ou générer du courant. Pour simplifier la compréhension de cette vidéo, je continuerai à parler ici de moteur, mais les puristes auront vite fait de substituer le mot dans leur tête. Autre précision. Je laisserai de côté volontairement les moteurs à courant continu car ils ne sont plus utilisés dans les voitures électriques de nos jours. Nous ne parlerons donc pas de ceux-ci mais uniquement des moteurs utilisant du courant alternatif. Nous allons commencer par le moteur le plus présent dans les voitures électriques, le moteur synchrone à aimant permanent. Son principe est simple. Des aimants sont montés sur un rotor. Ils sont disposés afin d'être repoussés ou attirés par des enroulements électriques générant un champ électromagnétique. Pour faire tourner le champ, pas besoin de faire tourner les enroulements. Ils sont placés stratégiquement afin de générer des champs magnétiques variables décalés. Ainsi, le champ global donne l'impression de tourner lorsque les variations des champs unitaires varient dans le temps. Le moteur à aimant permanent est dit synchrone, car le rotor tourne à la même vitesse que la rotation du champ magnétique. Son rendement est excellent à bas régime, avec une valeur souvent proche de 93%. Il est relativement facile à construire car son rotor ne demande qu'un bon aimant. Mais c'est là que les choses se corsent. En utilisant des aimants naturels ou un bloc de fer magnétisé, le rotor est gros, très gros. Passe encore pour des machines industrielles, mais pour une voiture, c'est un énorme handicap. De plus, un bloc de fer magnétique perd ses propriétés rapidement à force d'être soumis à la variation des champs des bobines électromagnétiques. Pour rendre les rotors plus efficaces et plus durables, les fabricants ont recours à ce qui est improprement appelé des terres rares. Je vais faire une parenthèse sur ce point précis. Premièrement, ces matériaux sont des métaux. Le terme de terre est utilisé dans le monde minier pour désigner un minerai riche en un métal donné. Les fervents défenseurs de l'écologie devraient alors parler de métaux rares. Ces métaux utilisés dans les moteurs électriques sont essentiellement le néodyme, le dysprosium et le samarium.
Or, leur disponibilité n'est pas également répartie sur la planète, mais ils sont bien présents partout. Une grande majorité de ces matériaux, même s'ils sont abondants et moins chers à produire que le simple fer, sont produits sur le territoire chinois, car les ressources sont plus facilement accessibles là-bas que dans le reste du monde. Ils sont bien plus abondants et plus faciles à produire que le platine, le palladium ou le rhodium présents dans les catalyseurs des voitures thermiques. Donc en clair, les terres rares ne sont ni des terres, et elles ne sont pas rares. Leur exploitation liée à une demande mondiale en grosse croissance va pourtant freiner l'essor des nouvelles technologies, jusqu'à ce qu'un stock de matières disponibles soit établi. En effet, tout comme le fer de la révolution industrielle, nous allons extraire ces matériaux pour construire le monde de demain. Mais contrairement aux ressources fossiles que nous brûlons, elles ne seront pas détruites. Chaque objet contenant ces métaux deviendra un jour un minerai qui sera de nouveau utilisé après recyclage. Ainsi, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'extraire autant de fer qu'avant, et ce sera la même chose pour tous les métaux qui composent nos voitures électriques. Fin de parenthèse. Donc notre moteur à aimant permanent a désormais un rotor magnétique performant, composé d'aimants contenant ces métaux et une structure en acier magnétique. Leur fabrication est réalisée en disques découpés et emboutis qui sont ensuite pressés ensemble pour faire un rotor solide. Super! On a un moteur génial alors! Mais pas tout à fait. Pour exercer la force motrice dont on a besoin, le moteur doit être équipé d'un réducteur. Or, celui-ci est calculé pour permettre au moteur de rester dans sa plage de meilleure utilisation, là où le rendement est le plus élevé. Si on le dote d'un réducteur à rapport long pour limiter le régime, on aura pourtant un résultat mitigé. Comme sur un vélo, lorsque vous choisissez un braquet trop long, le moteur va peiner. Il sera efficace à haute vitesse, mais son rendement va chuter drastiquement tant qu'on n'a pas atteint la bonne vélocité. Comme un moteur thermique, il peut même aller jusqu'à caler. Les constructeurs ont donc décidé de mettre un rapport court dans leur réducteur, donnant de bien meilleurs résultats jusqu'à une vitesse de 80 à 100 km/h, mais qui feront tourner le moteur bien trop vite à haute vitesse. Sur autoroute, le rendement va alors chuter grandement jusqu'à des valeurs de 60% seulement. Porsche et Audi ont tenté de résoudre le souci en mettant en place une boîte de vitesse pour le moteur arrière. Complexe et moins fiable qu'un simple réducteur, ce type de système a peu de chances de se retrouver dans une voiture bon marché, en raison de son coût, mais aussi en raison de son poids. Si ce choix a été fait dans ce cas précis, c'est en raison d'une particularité du moteur synchrone, son faible échauffement à forte charge. Donc résumons, le moteur synchrone à aimant permanent est relativement simple à produire et à contrôler, d'un bon rendement à basse vitesse, mais présente deux défauts importants, le recours à des métaux rares et un rendement dégradé à haute vitesse. C'est pour supprimer l'un de ces défauts que Renault a fait appel à une autre sorte de moteur synchrone, en remplaçant l'aimant permanent par un électroaimant. Le rotor est alors dit bobiné et doit être alimenté en courant électrique pour devenir magnétique. Pour ce faire, on a recours à des contacts tournants, aussi appelés balais, d'où le nom parfois employé pour ces moteurs. Un peu plus complexe à mettre en œuvre, ce moteur a l'avantage de pouvoir découpler le rotor du stator. En supprimant l'alimentation du rotor, celui-ci n'est plus magnétique et tourne en roue libre. Le moteur ne génère plus de courant en tournant, mais n'oppose plus non plus de résistance comme les moteurs à aimant permanent. Kia et Hyundai ont d'ailleurs eu recours à un artifice sur leurs autos, en découplant mécaniquement le moteur avant lorsqu'il n'est pas utilisé, car ils utilisent des aimants permanents. Tout comme la boîte de vitesse, cela rend la transmission plus complexe et plus chère. En médecine, on pourrait dire que ce serait comme traiter un symptôme plutôt que de guérir le mal. Donc pour le moteur à rotor bobiné, on a les mêmes caractéristiques que les moteurs synchrones, avec un rendement moyen un peu moins bon et une complexité un peu plus élevée, mais en se passant des métaux à fort pouvoir magnétique. Tesla a décidé de procéder différemment. Ils ont développé un moteur basé sur le principe inventé par Nikola Tesla, le moteur asynchrone à induction. On a toujours un champ tournant, mais plus d'aimant dans le rotor. Ce dernier est remplacé par un métal conducteur généralement fait de cuivre et ou d'aluminium. Pourtant, pas besoin de l'alimenter comme dans le moteur à balai. L'induction se charge du boulot. En effet, lorsqu'on alimente une bobine, on obtient un champ magnétique. Si on soumet un conducteur électrique à ce champ, celui-ci va créer un courant induit. C'est le principe d'un transformateur. Dans le cas du moteur à induction, on ne récupère pas ce courant induit qui continue à circuler dans le rotor et va générer un champ magnétique opposé au premier. Faites tourner le champ magnétique du stator et vous aurez un moteur à induction. Celui-ci est dit asynchrone car le champ magnétique du stator tourne plus vite que celui du rotor.
Par rapport à un moteur à aimant permanent, le rendement du système asynchrone à induction se révèle moins bon. 80% est une valeur communément admise pour les systèmes les plus simples, mais un réglage fin des courants a permis d'atteindre 88% pour les moteurs Tesla. Pourtant, pour une automobile, le rendement maximum de ce type de moteur est moins important que sa disponibilité sur une large plage d'utilisation. En effet, le moteur à induction permet d'utiliser un réducteur avec un braquet plus court, pour les accélérations, mais de disposer également d'un rendement meilleur à haut régime pour la consommation sur autoroute. En revanche, ils ont aussi quelques défauts. Certes, ils n'utilisent aucune terre rare, mais leur fabrication demande une quantité de cuivre ou d'aluminium non négligeable, et une électronique de contrôle au top. Ils sont donc plus chers que les modèles à aimant permanent ou à balai. Second défaut, l'induction va produire beaucoup de chaleur à très forte charge. Ainsi, ces moteurs demandent un refroidissement efficace qui peut s'avérer insuffisant pour des applications spécifiques, comme pour une conduite sportive soutenue. Dans des conditions extrêmes sur circuit ou à haute vitesse par temps chaud, les modèles S et X disposant des moteurs les plus gros peuvent voir leur puissance limitée électroniquement à cause de l'échauffement. Mais Tesla n'est pas du genre à se laisser arrêter. Plutôt que d'avoir recours à un stratagème pour résoudre les symptômes, autant s'attaquer directement au mal. C'est ce qu'ils ont fait en utilisant le moteur à réluctance variable à aimant permanent. La réluctance est comme la résistance électrique, mais pour les champs magnétiques. Le magnétisme passe plus facilement dans certains matériaux que dans d'autres, ce qui va permettre de faire un moteur extrêmement ingénieux. Ce sont ici les déformations des champs magnétiques qui font la majorité du travail moteur. Pourtant, si un tel moteur fonctionne très bien au régime tout en ne chauffant pas plus qu'un moteur à aimant permanent, il est extrêmement gourmand à bas régime. Et c'est encore une fois l'esprit pragmatique et de synthèse des ingénieurs Tesla qui a fait merveille. En disposant judicieusement les aimants permanents du rotor et en ajustant l'électronique de contrôle, le moteur se comporte à basse vitesse comme un moteur synchrone à aimant permanent, permettant ainsi de disposer de son excellent rendement à bas régime. Plus le régime augmente, plus la réluctance va prendre le dessus sur les forces magnétiques classiques. Si les aimants sont aussi composés en partie de terres rares, ils n'ont pas besoin d'être aussi puissants. Tesla utilise donc 2 fois moins de ces précieux matériaux. Autre avantage, ce qui dégrade le rendement des moteurs à aimant permanent à haut régime est une forte réactivité électromotrice induite par les aimants. En paramétrant finement l'angle des champs magnétiques du stator, Tesla peut perturber le champ magnétique des aimants à haut régime et profiter pleinement de l'effet de réluctance. Ce moteur est actuellement ce qui se fait de mieux pour une voiture électrique en termes de rendement, qui atteint 95 à 96%, tout en disposant d'un rapport performance-encombrement exceptionnel. Il est par contre plus cher et plus complexe à mettre en œuvre que les autres. Voilà pour les types de moteurs, mais nous n'en avons pas encore fini. Si nous avons vu comment ils fonctionnent, il y a plusieurs façons de les produire. On a vu que les électroaimants du stator sont les piliers de la puissance d'un moteur. Actuellement, il y a 2 manières de les produire. Soit en réalisant des enroulements de fils, soit à partir de barres de métal plein, aussi appelées épingles à cheveux ou hairpins en anglais. On pourrait se dire que produire des barres de métal qu'on forme par emboutissage est plus simple que d'enrouler des kilomètres de câbles qu'il faudra maintenir et isoler. C'est pourtant l'inverse. Les procédés d'enroulement et de résinage des bobines de stator est bien connu et très optimisé. En plus, les enroulements sont produits directement sur leurs emplacements finaux et ne demandent que peu d'opérations annexes. Produire des barres, les plier et les mettre en place avant de les souder pour former les enroulements est bien plus complexe et demande des robots ou une main-d'œuvre très qualifiée. Mais alors pourquoi y avoir recours? En premier lieu parce que le remplissage d'un espace donné par l'enroulement est bien meilleur. Cela permet de disposer d'un stator plus compact et donc plus léger. Si on veut gagner du poids ou de l'espace, c'est la technique à utiliser. L'autre avantage est une simplification de la réparation. Un câble coupé dans un enroulement est compliqué à réparer, alors que le remplacement d'une barre ou refaire une soudure est tout à fait possible avec les hairpins. Pourtant, vu la fiabilité de tous les moteurs électriques, ce dernier argument n'a guère de valeur, tant il est rare de devoir réparer un moteur. Ce sont bien souvent les réducteurs ou les roulements qui rendent l'âme avant la partie électrique, et bien plus tard que sur un moteur thermique. Enfin, dernier argument pour utiliser les hairpins, le marketing. Un moteur présenté avec ce type d'enroulement semble bien plus moderne et plus lisse dans sa conception. En clair, il présente mieux.
Pourtant, cette technologie n'est à ce jour pas aussi efficace que les enroulements classiques. Électriquement parlant, les enroulements multiples à fil permettent une bien meilleure résistance dynamique du stator, tout en le refroidissant mieux, et les pertes au rotor sont bien moindres. J'imagine que Tesla travaille aussi sur ce type d'enroulement, en cherchant comment leur permettre de surpasser le système actuel. Mais pour l'instant, ils font confiance à la bonne vieille méthode. Pourtant, nous l'avons vu, les moteurs sont une chose, mais leur utilisation en est une autre. Au-delà de la technique, c'est leur intégration judicieuse dans les voitures qui va faire fonctionner la magie. Dans les voitures thermiques, gros moteur veut souvent dire grosse consommation, mais ce n'est pourtant pas toujours le cas. Et pour la voiture électrique, ça pourrait sembler être la même chose, quoique. On le sait tous, une voiture sous-motorisée peut s'avérer bien plus gourmande qu'une voiture surmotorisée sous certaines conditions. Les petits 3 cylindres de 1 litre, même dopés au turbo ou avec une injection moderne, ne peuvent rivaliser en consommation avec un simple 2 litres atmosphérique sur autoroute ou lors de fortes accélérations. Pour vous donner un exemple concret, j'ai parcouru le même chemin de 50 km pendant 13 ans avec de multiples voitures. Là où je consommais entre 6 et 7 litres au 100 avec une Mazda 3 de 120 chevaux et un moteur 4 cylindres atmosphérique de 2 litres, j'en consommais 2 à 3 de plus avec une Kia Ceed 3 cylindres turbo de même puissance et aux mêmes vitesses. Pour le moteur électrique, ce phénomène est encore amplifié et techniquement ça se comprend. Un gros moteur puissant fera appel à plus d'enroulements ou à des enroulements plus gros. Or, on sait que la résistance d'un matériau est une constante, mais que si on fait passer un courant donné dans un conducteur de plus grosse section, il chauffe moins et a moins de perte de charge. Ainsi, en conduite normale, un moteur Tesla de 300 chevaux consomme naturellement moins que celui d'une Zoé 135 chevaux à vitesse et charge égale, parce qu'il y a plus d'enroulement pour faire passer le courant. Pourtant, encore pousser la puissance ferait grossir le moteur, au point de rendre son poids handicapant. Il faut donc trouver la juste taille pour obtenir le meilleur rendement par rapport à l'usage de la voiture. Ainsi, les Tesla Propulsion et Long Range optimisent ce point, tandis que les performances et Plaid appuient un peu plus sur la puissance et perdent donc un peu d'efficience. Si on voulait obtenir une meilleure autonomie sans limiter l'usage de l'auto tout en gardant des petits moteurs, il faudrait avoir recours à des technologies extrêmement coûteuses pour optimiser le poids et l'aérodynamique de l'auto. C'est ce qu'a présenté Mercedes avec son EQXX, qui représente une vision allant au bout du concept, mais qui ne pourra pas être produite à des prix abordables. Il existe également une autre méthode pour parvenir à un meilleur résultat. La compacité et la simplicité des moteurs électriques a permis l'émergence d'un nouveau concept, le multimoteur. Là où les tentatives des constructeurs se sont avérées infructueuses avec des moteurs thermiques, et on pense notamment à la 2 chevaux Sahara, l'utilisation de plusieurs moteurs s'est avérée intéressante pour les voitures électriques. C'est Tesla qui a introduit cette architecture en série avec les modèles S Dual Motor fin 2014. Un moteur entraîne un essieu. Bien qu'à induction, les deux moteurs n'étaient pas identiques. Celui de l'avant, plus petit, tournait plus vite. Chaque moteur a alors une plage de fonctionnement différent et fonctionnera plus lorsque les conditions lui sont le plus favorables. Architecture introduite sur la Model 3, ce sont 2 types de moteurs qui sont utilisés. Induction à l'avant et réluctance variable à l'arrière. Le gros avantage d'une telle architecture est que le moteur à induction ne présente aucune résistance électrique au roulement lorsqu'il n'est pas alimenté, contrairement au moteur à aimant permanent. Seule sa transmission génère un peu de frottement, tout comme les roulements du moteur. Avec une gestion fine de leur fonctionnement, de tels assemblages améliorent l'autonomie d'une voiture ainsi équipée, en comparaison d'une auto ne disposant que d'un seul moteur. D'un strict point de vue efficience, les développements à 3 et 4 moteurs ne sont pas pertinents, mais ils ont d'autres avantages. Pour une auto sportive, disposer de 2 moteurs à l'arrière, un pour chaque roue, permet d'améliorer la tenue de route et d'augmenter la maniabilité. Les moteurs peuvent appliquer une poussée différente à gauche et à droite, et ainsi favoriser un changement de direction. C'est ce qu'on appelle une poussée différentielle ou poussée vectorielle. À l'avant, un tel système n'est que peu pertinent à haute vitesse sur un revêtement adhérent comme le béton ou le macadam. En revanche, lorsque les conditions d'adhérence se dégradent, il prend tout son sens pour améliorer la motricité en dosant finement la puissance délivrée à chaque roue. Ainsi, un Cybertruck avec 4 moteurs a toute sa place dans la stratégie de Tesla. En effet, c'est adapté à son usage. Pour les modèles S et X Plaid, il n'y a que 3 moteurs, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais de quel moteur s'agit-il ?
Si on sait qu'ils ont des rotors garnis en carbone pour tourner plus vite, quel secret recèlent-ils qu'on n'ait pas encore remarqué? Eh bien, je vous propose d'en parler sous peu dans une prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder. Voilà, cet épisode est fini, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un pouce vers le haut et commentaires de soutien sont les bienvenus. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Devançant ainsi les travaux de Mikhail Osipovitch Dolivo-Dobrovolski. Vache. Celle-là, elle était pas facile.